Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous, ici Spike et vous êtes dans le podcast des réfracteurs. Un podcast un peu spécial puisque c'est la fin d'année et qu'on a décidé de dresser un bref bilan de ce qui a fait l'actualité en termes de séries et de cinéma tout au long de cette année. Et pour m'accompagner, je ne suis pas seul, on avait envie de se retrouver avec Oracle. Comment vas-tu Oracle ? Salut, ça va bien, merci. Alors comme je l'ai dit, on va passer en revue ce qui a fait l'année en termes de cinéma et de séries. On va même décerner des espèces de petits awards, on s'est préparé des petites catégories. Oui. Après, sans prise de tête, on avait vraiment envie de faire quelque chose de cool, vraiment de tranquille pour la fin d'année, voilà. Et puis d'évoquer un petit peu nos surprises, nos découvertes, nos meilleurs films, et puis aussi les pires, et puis les déceptions. Avant de se pencher donc sur les petites catégories qu'on a délimitées, on avait aussi envie de faire deux, trois petites minutes sur comment on a vécu cette année. On va donc commencer par le cinéma, c'est le premier gros thème qui est face à nous. Alors toi, personnellement, comment tu as vécu cette année ? Pas très bien. Pas très bien. Ça a été une année assez compliquée et assez vide niveau cinéma, malheureusement. J'étais assez déçue des films qui ont pu être proposés. Il n'y a pas eu de grands films. Il n'y a pas eu de film moi, qui m'a transportée, qui a vraiment été pour moi the film. Le film où il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit le meilleur film de l'année. Je trouve que on n'a pas eu assez de propositions, je pense. Covid oblige. Donc oui, pas un très grand cru en 2021. Et puis aussi peut-être le fait que il y a beaucoup de films que moi personnellement, 2021 ça a été une année aussi assez compliquée personnellement. Donc du coup, j'ai pas énormément regardé autant de films que l'année dernière peut-être, ou que les années d'avant en tout cas. Donc du coup, c'est peut-être moi qui effectivement n'ai pas été assez attentive aussi au cinéma cette année. Je ne sais pas après l'avis aussi des autres. Moi, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été un très grand cru cinéma. On le voit un petit peu avec les nominations aussi qui tombent. On attend impatiemment les nominations des Oscars, mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi par les cérémonies que je sais pas, il n'y a pas de grand film, quoi. C'est vrai que moi je te rejoins un peu et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu le chef-d'œuvre. Alors, il y a eu des grands films quand même, mais oui, peut-être, on a eu des belles surprises, mais peut-être pas autant que les années précédentes. Et je trouve, tu parlais du Covid, je trouve qu'il y a un phénomène qui se dégage vraiment cette année, c'est qu'on a connu une période de fermeture de cinéma, donc une période où les films ne sortaient pas. Et là, d'un coup, on se retrouve avec un bouchon, et malheureusement, c'est un bouchon de blockbusters qui sont souvent très décevants, il faut dire la vérité, et qui éclipsent totalement les propositions un peu plus intimes, j'ai envie de dire. Nous, on habite à la campagne, c'est un secret pour personne. À la première réouverture des salles, quand il fallait essuyer les plâtres et quand il fallait proposer des films à l'affiche, là, on allait chercher les petits distributeurs, et désormais, c'est fini. On fait de la place, on va citer des noms, on fait de la place à Disney, à Warner. On multiplie les séances pour des films comme Spider-Man, peu importe ce qu'on en pense, mais du coup ça éclipse un petit peu les films plus intimes et les films qui auraient pu nous toucher peut-être de manière plus profonde. Le divertissement c'est bien, divertissement on apprécie tous les deux je pense. Ah oui. Par contre en ce moment on vit dans une période où il n'y a plus que ça, au moins dans notre cinéma de campagne. Oui, d'ailleurs on y reviendra un petit peu plus tard dans le podcast, justement avec une catégorie cinéma, mais c'est vrai que nous, qui habitons en Verdun, on peut le dire, tout le monde le sait. Mais on est dans une petite ville et c'est vrai qu'on a on a un cinéma qui est quand même plutôt pas mal finalement. Mais il y a à peu près 8 salles. Oui. Mais c'est un cinéma quand même qui reste assez convenable pour une petite ville de 20 000 habitants. Mais malheureusement, il n'y a pas du tout la programmation adapté quand on est vraiment cinéphile, quoi. Ça reste du divertissement tout le temps. Là, le film qui a le plus cartonné, je pense, chez nous, c'est Les Tuches. Oui. Clairement. Donc, il y a eu Spider-Man aussi, mais
Je veux dire, récemment, je pense qu'il y a énormément de gens de chez nous qui sont allés voir surtout les Tuches 4, voilà. Alors qu'il y avait beaucoup de sorties quand même un peu plus indépendantes et, comme tu dis, des petits distributeurs à qui on aurait pu donner vraiment de la visibilité. Et notre cinéma ne le fait pas, malheureusement. Donc c'est peut-être pas un problème du coup national. Après, c'est aux autres de nous dire, ceux qui habitent un peu plus en grande ville. Mais nous, en tout cas, à notre échelle, c'est vrai que on a vraiment ressenti ça. On n'a pas eu la chance de voir ce qu'on voulait voir et d'avoir accès à des films, à des plus petits films, quoi. Alors, on a quand même réussi à dégager des films qu'on a aimés. Hein. On va Oui. pas juste taper sur le cinéma pendant quelques minutes. Non, quand même pas. Alors, est-ce que tu es prête à te soumettre à l'exercice des Et catégories? let's go, c'est parti. Alors, on va commencer par la meilleure sortie de 2021, tout de suite. On fait pas comme les Oscars, on joue pas l'attente. Tu veux que je fasse en premier? Vas-y, à toi l'honneur. Eh bien, pour moi, la meilleure sortie de 2021, elle n'est justement pas au cinéma. Et c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé découvrir ce film sur grand écran. C'est The Power of the Dog de Jane Campion qui est sorti sur Netflix tout récemment. Que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais Et ben, il faudra que je le voie. dans ton rattrapage des Oscars, je t'invite vraiment Oui. à le mettre en haut de ta liste parce que c'est un film que j'ai trouvé assez exceptionnel. Je suis pas spécialement fan de Jane Campion d'habitude, mais là, il y a une ampleur dans l'image. Il y a une ampleur dans le propos, il y a une subtilité, il y a une espèce de vice permanent qui plane sur ce film. J'ai pas trop envie d'en dire parce que je trouve qu'il y a eu des résumés qui étaient beaucoup trop explicites. Mais bon, voilà, on se propulse à l'époque du Far West. C'est la fin du Far West, c'est le début de la modernisation. Et on voit un peu la chute des grandes figures, de ceux qui incarnent un peu les cow-boys. Et en plus de ça, il y a tout un drame humain qui se noue. Donc c'est vraiment un drame profond que j'ai vécu. Le casting, même si je n'aime pas Benedict Cumberbatch d'habitude. C'est vrai qu'on n'est pas trop adepte de cet acteur, mais après... Et ben là, pour une fois, je l'ai trouvé bluffant. Ah oui, Et moi, j'invite vraiment tout le monde à découvrir ce film, sur le plus grand écran possible. On ne pourra pas le voir au cinéma, malheureusement. Mais voilà, les panoramas, la profondeur du propos, c'est un film à découvrir. Et donc, je t'invite à le faire. Mais je crois que toi, tu avais eu un Et autre... donc finalement, Netflix, c'est du cinéma. Alors là, pour le coup, je pense que le débat n'aura pas lieu autour de ce film. Oui, c'est peut-être le Covid qui malheureusement a propulsé ce film sur Netflix. N'empêche que là, il y a une vraie proposition de cinéma et personne ne peut le nier, je Ah pense. oui. Ah mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça sur les sites de streaming. Après c'est plus parce que voilà, on sait qu'il y a un débat éternel sur est-ce que Netflix, Amazon Prime, Disney Plus aussi, est-ce que c'est du cinéma ou voilà, enfin on a un grand débat avec les sites de streaming et les salles de cinéma, donc on va pas rentrer dans ce débat-là, mais plus pour voilà, là du coup pour le coup ça illustre bien justement que on peut avoir des super films et des super propositions sur Netflix ou autre. Hein. Ah oui, complètement. C'est un film qui transpire le 7e art dans toutes les strates de sa conception. Et vraiment, je t'invite à le découvrir comme tous nos auditeurs. Et je crois que toi, tu avais un autre coup de cœur. Ouais. Alors moi, c'est un autre coup de cœur. Alors pour le coup, il est sorti en salle, du coup. Là, vous avez pu le découvrir sur grand écran. Ou si vous ne l'avez pas encore découvert, en tout cas, je vous invite grandement à le faire. Moi, c'est The French Dispatch de Wes Anderson. Qui est... alors, je suis très cliente de Wes Anderson, donc forcément... Pour moi, j'étais un peu la cible parfaite pour ce film. Moi, j'adore, enfin voilà, je suis une grande amoureuse du travail de Wes Anderson. Et là, je trouve que ce film, il rend vraiment hommage à tout son travail. Enfin, je veux dire, niveau réalisation, pour moi, il donne tout dans ce film. Le film, il est vraiment incroyable. Il est beau, il est bien travaillé. Il y a tout, vraiment, niveau réalisation... j'ai vraiment trouvé aucun défaut. Oui, il est vraiment dans la perfection de tout ce qu'il avait initié auparavant tout au long de sa carrière. Oui. Moi, je mettrais peut-être en avant, on l'a vu ensemble tout récemment, oui. Je mettrais peut-être en avant les décors. Oui, après tout, les décors, c'est aussi le travail de réalisation. Ça fait partie du travail de réalisation. Il y a vraiment tout. En fait, j'ai pas envie de trop en dire. J'ai vraiment envie de vous laisser le découvrir parce que c'est un film qui est très, très visuel. Oui. Et du coup, j'ai pas envie de... Je vais pas vous le décrire. Voilà, il faut vraiment le voir
pour comprendre, mais même au niveau, voilà, on en parlait un peu en off aussi, c'est que la direction d'acteurs, il y a des acteurs dans le film comme Timothée Chalamet ou Léa Seydoux qu'on n'apprécie pas forcément particulièrement et qui là étaient incroyables et étaient vraiment bons. Il y a vraiment tous les acteurs, hein, parce qu'il y a aussi un casting incroyable, il y a un panel d'acteurs vraiment beaucoup formidable. d'habitués de Wes Anderson. Oui, bah, voilà, beaucoup d'habitués, mais je veux dire, le casting, il est incroyable et même les acteurs finalement avec lesquels on a du mal habituellement sont vraiment très bons, ils font le travail et on voit que il sait diriger ses acteurs et que même là-dessus il y a un travail vraiment formidable. Voilà, le réal elle est incroyable, la direction d'acteurs c'est vraiment tout est bon. Enfin voilà, et puis il raconte vraiment il sait raconter des histoires, quoi. Et vraiment, j'ai été pris dans le film du début à la fin. Ça a vraiment été... Enfin, j'ai pas décroché une seule fois. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça long et ennuyeux, en fait. Après, c'est un style particulier, quoi. Mais moi, vraiment, j'ai adoré du début à la fin. Mais parce que je suis une cliente à la base du cinéma de Wes Anderson, donc c'est sûr que si on ne connaît pas ou qu'on n'accroche pas forcément avec le cinéaste, déjà c'est compliqué, mais moi franchement j'ai adoré, ouais, ça a vraiment été ma meilleure sortie de 2021, le meilleur film pour moi de cette année. Et ben, un gros coup de cœur, et puis vous pouvez retrouver un petit article sur le site signé Toine qui revenait sur le film brièvement, et puis on a tellement aimé qu'on n'exclut pas forcément, on va pas faire de promesses, mais on n'exclut pas forcément de ne pas peut-être y revenir nous avec notre vision à nous. Alors je pense que alors si tu veux m'accompagner, ce sera avec grand plaisir, mais en tout cas je pense que moi je reviendrai plutôt pas sur forcément The French Dispatch du coup, sur lequel du coup effectivement Toine est déjà revenu, mais plutôt sur le travail global de Wes Anderson en fait, qui est vraiment un réalisateur que j'adore, et je pense que j'ai un peu envie de lui faire une déclaration d'amour sur le site et de parler de son travail en général, donc je pense plutôt qu'on pourra sûrement faire pour l'année prochaine alors je sais pas sous quelle forme, mais une rétrospective. Une rétrospective, voilà. Après sous format écrit, audio, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas envie de parler uniquement de ce film. En fait, j'ai vraiment envie de parler du cinéma de Wes Anderson en général. Ah bah restez à l'affût, c'est une promesse pour 2022. Enfin, une promesse, on a dit qu'on n'en ferait pas, mais ça se dessine doucement. C'est vrai que c'est un de mes cinéastes préférés, donc forcément, là, j'avoue que j'ai envie d'en parler. Ouais. Alors, tu as parlé de tes préférés. Là, la catégorie suivante, malheureusement, ça va plutôt être de la consternation, puisqu'on a décidé de sauter du coq à l'âne et de passer de notre meilleure sortie de 2021 à la pire. Ah, la pire. Ouais. Tu veux... je commence. Allez. J'en ai une bien horrible niveau film de cette année. Alors c'est un film français que j'ai vu au cinéma uniquement parce que sinon je ne serais jamais allée le voir. Qu'on soit bien d'accord. Je l'ai vu uniquement parce que je travaille dans un lycée et qu'on a fait une sortie cinéma avec les internes le soir, et donc nous sommes allés voir Bac Nord. Et là ça fait mal parce que c'était horrible. Vraiment, c'est un... Enfin, voilà, j'aime pas dénigrer les films comme ça, juste pour le plaisir de le dénigrer. Après, je vais pas vous en faire la critique, donc on a dit qu'on passait vite fait sur les films. Donc voilà, je le dénigre vraiment pas pour le dénigrer, c'est vraiment argumenté, voilà, dans ma tête. Je l'ai pas fait, j'ai pas envie d'écrire dessus, je n'écrirai pas dessus, je n'en parlerai pas. Mais Bac Nord, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment un film bourré de clichés, un film qui politiquement est très 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 discutable, qui a été d'ailleurs, beaucoup l'ont carrément catégorisé film de droite. Si tu me permets, je vais citer, je crois que c'est Libération qui avait titré 50 nuances de droite. Ouais, exactement. Je trouve que ça résume totalement bien le film. Voilà. En plus, des acteurs, Gilles Lelouch, que personnellement je ne trouve pas bon du tout. Pourtant, il y a énormément de critiques qui ont dit qu'il était incroyable dedans. Alors non, pas du tout. Très très mauvais. Vraiment un film, de toute façon, voilà, bourré de clichés. Clairement, pour moi, à droite. Donc ouais, ça m'a... En fait, ce film m'a littéralement donné envie de vomir. Et j'ai préféré en rire tellement c'était nul. Mais ouais, non.
Pour moi, le pire du pire, c'est vraiment Bac Nord. De ce que tu me disais, alors tu parles de cinéma de droite, on respecte nos auditeurs qui voteraient à droite, hein, on n'a pas spécialement envie de se lancer dans un débat politique, mais là ça avait l'air vraiment d'être, dans ce que tu me restituais après ta séance, la droite extrême. Oui, non mais voilà, c'est parce que cinéma de droite, dans le sens où cinéma de la droite en tout cas raciste, voilà. Cette droite-là la plus extrême. qui tourne, oui, limite extrême droite. C'est plein de clichés complètement abjects en fait. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont essayé de faire avec ce film. J'ai pas compris. Il y a un problème de fond avec ce film, c'est aussi de revenir sur une affaire judiciaire à un moment où le tournage a été initié, à un moment où l'affaire n'avait pas encore été jugée, et du coup réécrire une partie de l'histoire. Il y a ça également qui est vraiment... Oui, bah voilà, ça c'est vraiment le côté abject du film, c'est que en plus il ment. C'est-à-dire que clairement, il ment pour tourner les choses en sa faveur et pas du tout en la faveur, en tout cas, des quartiers. Et voilà, c'est tout le contraire. Et effectivement, je m'étais renseignée un peu plus sur l'affaire du coup en question. C'est vrai que le film n'est pas fiable. Et le film pardonne beaucoup de choses qui doivent pas être pardonnées. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment abject. Voilà. Après, c'est mon avis personnel, mais pour moi, ça a été vraiment le pire film de cette année que j'ai pu voir. Je crois que ton avis est partagé par beaucoup. Alors, je vais peut-être aller, moi, toujours dans la catégorie pire sortie de 2021, vers un truc un peu plus léger. Enfin, léger. Il est quand même sacrément lourd, il faut le dire. Mais je dois te raconter une histoire. On est mardi soir, je suis tout seul à la maison et j'ai un message de Gré Pigeon qui me dit « Allez, ce soir on y va, on regarde Venom 2 ». Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. À toutes les étapes de ce putain de film, excusez mon gros mot, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, c'est incroyable. Alors l'écriture, on transforme un film de super-héros qui aurait pu être juste un film de super-héros, on en fait une comédie romantique. Entre Tom Hardy et Venom, il y a quelque chose de très malaisant là-dedans. L'humour, c'est à se jeter par la fenêtre, quoi. Et j'espère pour vous que vous habitez au rez-de-chaussée, du coup. Mais il y a vraiment une envie de tourner le gaz, quoi. Les effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux, c'est incroyable. C'est-à-dire que depuis l'époque de la première PlayStation, j'avais jamais vu un truc comme ça. Il y a la moumoute qui a Woody Harrelson. Alors, allez voir des captures d'écran sur Internet. N'allez voir que des captures d'écran et pas le film. On l'a fait pour vous, ne le faites pas. Mais allez voir un peu la moumoute dont on l'affube, c'est incroyable. Et c'est un film, pour moi, c'est la pire sortie, parce que c'est un film qui, de A à Z, prend son spectateur pour un con. C'est-à-dire que on est en train de faire, non pas du cinéma popcorn de divertissement, on est en train de faire du cinéma sous cellophane. C'est-à-dire que tu vas rentrer chez toi, ce film-là, tu vas le mettre au micro-ondes, ça n'aura aucune saveur, ça va à peine te nourrir, et tu garderas un goût de chiotte dans la bouche. Et franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le pire dans tout ça, c'est que Sony, qui produit le film, essaye de faire des appels du pied à Marvel, et Marvel semble en avoir rien à foutre. Et c'est un vrai problème. C'est que... Voilà, Venom, c'est ce que je disais en off à plusieurs des personnes qui collaborent avec nous sur le site, c'est que Sony, ça devient le petit frère embêtant de Marvel, qui lui fait des appels du coude et qui tente de s'incruster doucement dans sa galaxie, et ça marche pas, et on n'a qu'une envie, en fait, c'est d'oublier ce film, mais c'est impossible, ça restera à jamais gravé dans ma mémoire et dans celle de Grey. Donc voilà, excusez-moi, je me suis un peu lâché, en tout cas, merci beaucoup pour ce fou rire, voilà, je suis partie en fou rire derrière, vraiment, c'est... Je vois à quel point tu as détesté ce film, c'est incroyable. Alors moi, il faut savoir que je ne l'ai pas vu, je n'ai jamais regardé Venom. Je sens, voilà, j'ai un don pour les films de merde, je suis désolée, il faut dire ce qui est. Et Venom, non, c'est pas, je crois que non, je m'infligerai pas ça. De toute façon, tu m'as tout de suite dit, ne t'inflige pas ça, ne le regarde pas, voilà, c'est pas la peine. Donc je ne le ferai pas, mais je comprends du coup, j'imagine en tout cas effectivement le genre de film et effectivement je ne m'infligerai pas cette souffrance. Alors je veux quand même dire quelque chose, c'est que on l'a regardé en sachant qu'on allait voir quelque chose d'un peu puant et moi, chez moi en tout cas, il y a eu des vrais fous rires parce que le film est gênant, mais il y a eu des vrais fous rires donc. On a un peu l'amour du nanar, donc voilà. Mais je sais que pour Greg, qui lui est encore plus fan de comics que moi, ça a été une souffrance infinie parce que il s'est senti un peu trahi en fait par ce qu'il voyait à l'écran. Et il a eu mal, il a eu une vraie douleur en fait.
Et ce qui est dommage, du coup, c'est que Venom, on a quand même Tom Hardy. Oui. Et on adore cet acteur. Il signe le scénario. En plus, accompagné, donc, là, il descend un peu dans notre estime. Accompagné, c'est vraiment un palmarès ce film, accompagné de la scénariste de 50 nuances degrés. Ouh, c'est du lourd, d'accord. Non, mais voilà, c'est vraiment dommage parce qu'on adore Tom Hardy et le voir finalement incarner un personnage de Marvel, finalement, ça aurait pu être grave cool. Et moi, je suis super contente d'avoir Tom Hardy dans l'univers Marvel, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est raté, quoi. C'est raté et c'est du début à la fin, quoi. Donc, c'est un peu dommage. C'est très dommage, surtout que c'est un personnage populaire, Venom, malgré tout. Alors, vu qu'on est un peu dans le comics, on va passer à la catégorie suivante. Je vais tout de suite te tendre la perche. C'est la catégorie la plus belle découverte ou la plus belle surprise. Ouais. Et là, je crois que tu as été complètement surprise, justement, par un film Marvel Studios, cette fois. Eh oui. Alors, c'était The Eternals. Que du coup j'ai découvert au cinéma, que toi tu n'as toujours pas vu, puisqu'on n'est pas allé le voir ensemble. Encore une fois, je suis allée le voir dans le cadre d'une sortie avec mes internes. Donc voilà, j'y suis allée avant tout pour la sortie, et puis quand je suis qu'on allait voir The Eternals, moi honnêtement je m'attendais à rien, j'attendais vraiment rien de ce film. Je pensais même que j'allais pas apprécier, que ça allait pas vraiment être mon style. Voilà, j'avais aucune connaissance de l'univers, je connaissais absolument rien, les personnages, l'histoire, j'y allais vraiment je découvrais vraiment tout, et ça a été une agréable surprise. Ça a été un des films que j'ai préféré voir cette année. Vraiment un film très très bien, que j'ai trouvé très bien réalisé, des personnages qui finalement sont assez attachants, qu'on aime découvrir, et franchement j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire par la suite. Je sais pas trop s'il y a eu des choses d'annoncer déjà, si on a un 2 de prévu. Je ne crois pas. On n'a pas pour l'instant de lien avec le restant du MCU. Pour l'instant, ils sont un peu isolés, ils sont un peu tout seuls dans leur coin, mais j'ai hâte vraiment de voir ce qu'ils vont en faire par la suite. En tout cas, s'il y a un 2, effectivement, je pense que je courrai le voir et je serai très très impatiente de le voir. J'ai vraiment beaucoup aimé, et ça a été du coup pour moi la plus belle surprise, puisque vraiment j'y allais à reculons limite, et au final je suis ressortie, j'étais toute contente de l'avoir vu, j'avais vraiment passé un super moment. Alors j'ai l'impression que ça tient aussi au fait qu'on a collé une grande réalisatrice sur ce film, Chloé Zhao, qui est quand même récompensée, célébrée. Et donc moi je ne l'ai pas vu comme tu as dit, mais je crois que dans ce que tu me disais après ta séance, ça avait l'air de s'éloigner un petit peu de la grammaire habituelle du MCU. Ouais, c'est ça, c'était différent en fait, c'était pas le film Marvel habituel, que il y avait autre chose, et je pense que le travail de la réalisatrice fait beaucoup, oui. Je pense qu'elle s'est vraiment éloignée du côté Marvel qu'on connaît. Elle a vraiment fait son truc comme elle en avait envie, et ça se ressent en fait. Et dans la réalisation, pour moi, c'était un des films Marvel les mieux réalisés de tous les temps, quoi. Enfin, de tous les films Marvel, au niveau de la réalisation, vraiment, il y avait quelque chose d'intéressant. Et j'ai trouvé que c'était un des mieux réalisés de tous les films Marvel que j'ai pu voir, sachant qu'on les a vus tous. Toi, tu les as vus tous. À part Venom. Moi, il me manque celui-là. Il est plus Sonic Marvel, mais bon, oui, mais bon, on c'est peut pas trop en dire. C'est l'univers MCU, quoi. Enfin Marvel, c'est l'univers Marvel. Donc, complètement maintenant même. Oui, mais pour moi, c'était... Voilà, on a quand même vu tous les films Marvel, on se les était refait d'ailleurs l'année dernière, il me semble, du début à la fin. Des très bons clients du MCU envers et contre tous. Très grands fans, des très grands fans. Donc là, en l'occurrence, je suis allée le voir parce que ça faisait partie de l'univers Marvel. Parce que c'était dans le cadre d'une sortie, j'en ai profité. C'était gratuit, donc c'était encore mieux. Voilà, non mais j'y suis allée. Je sais pas franchement si je serais allée le voir, sinon je sais pas. Voilà, on y serait peut-être allés ensemble, mais en tout cas là en l'occurrence, je l'ai vu toute seule, et franchement c'était un des mieux pour moi de l'univers Marvel. Donc une très très bonne surprise, parce que j'en attendais vraiment rien et je connaissais absolument rien de l'histoire, voilà. Donc une grosse découverte, voilà.
Ah bah parfait. Eh bah moi je vais mettre en avant un film d'animation, un petit film qui est sorti du côté d'Eurozoom, je crois, si je dis pas de bêtises. J'en ai parlé sur le site, vous pouvez retrouver mon article, c'est Ongaku Notre Rock. Un film vraiment très confidentiel qui n'a pas eu le droit à une grosse sortie, mais qui moi m'a complètement séduit. Alors Ongaku c'est quoi? C'est l'histoire de trois branleurs, on va le dire comme ça, trois mecs, trois lycéens qui font pas grand chose de leur vie et qui sur un coup de tête décident de monter un groupe de rock alors qu'ils n'ont aucune notion de la façon dont on joue d'un instrument. Ils se contentent en fait d'émettre du bruit, mais ce bruit justement c'est leur rock, même s'il ne ressemble à rien, c'est une espèce de cri du cœur qui leur vient. Et du coup le film, moi c'est un film qui m'a donné envie de vivre et envie de créer en fait. C'est vraiment un film qui dit on peut n'être rien, on peut n'avoir aucun talent et grâce à l'art, on peut réussir à s'exprimer. Alors le design, il est assez particulier, je ne sais pas si tu as vu des images, mais c'est un design vraiment très épuré, les personnages sont faits avec des traits très très simples. Et là aussi, du coup, ça donne une espèce de pureté au profond. Euh, c'est un film sincère, c'est un film du cœur, et du coup, c'est un film qui nous touche au cœur. Et ça, j'avais trouvé vraiment extrêmement séduisant. Donc voilà, je ne vais pas trop en dire parce que j'en ai déjà dit beaucoup sur le site. Vous pouvez retrouver ma critique. Oui, Et... faut pas trop en dire, faut laisser. C'est un peu le but aussi hein, de cette chronique, de ce podcast, c'est vraiment de parler de nos films à nous, de notre ressenti plus que d'en faire une critique, hein, c'est pas le but. Mais après, libre à chacun de nos auditeurs d'aller découvrir les films par eux-mêmes. Et je rajouterais juste peut-être, tu vois, que c'est un film qui est vraiment sur un humour très particulier. Je sais pas vraiment si je dirais absurde, mais c'est un humour, c'est pas potache. C'est jamais potache, en fait, c'est toujours... Ça prend le contre-pied du spectateur et ça le fait sourire, mais avec une sincérité profonde. Une fois de plus, ça vient du cœur et ça touche au cœur. C'est vraiment ce que je retiens de ce film. Donc moi, je vous conseillerais, ma plus belle surprise en tout cas, ça a été Ongaku, que j'ai découvert complètement sur un coup de tête et qui du coup m'a beaucoup plu. Dont on n'a pas entendu parler, du coup, c'est un film très indépendant. Oui, c'est ça, c'est Eurozoom qui l'a sorti en France. Eurozoom, c'est un petit distributeur, mais qui gagne à être connu, qui fait beaucoup d'animation. Ils font aussi récemment, ils ont distribué, là on en parle peut-être un petit peu plus, le film de Daniel Brühl, sa première réalisation. Donc voilà, je gagne 0 € à vous faire la pub d'Eurozoom. Hein, y a pas, j'ai rien à y gagner, mais Il n'y a pas de chèque. Non, pas du tout. Mais ils ont une programmation assez particulière. Et si vous aimez l'animation japonaise, ils ont toujours tendance à aller chercher des petites pépites comme ça. Et Ongaku, c'est vraiment très symbolique, je trouve, de leur catalogue. Bah effectivement, du coup, la manière dont on parle donne envie de voir le film. Et puis, j'avais corrigé, moi, ton papier. Ah. Et effectivement, l'article donnait très envie de voir le film. Oui, non, c'était vraiment tentant. Donc, je pense qu'à l'occasion, je jetterai sûrement un coup d'œil, puisque je ne l'ai pas vu non plus. Eh ben, revoyons-le avec plaisir ensemble. Et puis, je suis sûr que tu seras conquise, toi aussi. Donc pour ma part, ce sera un coup de cœur pour Ongaku. Et puis de coup de cœur pour un film, on va passer à un coup de cœur pour un acteur ou pour une actrice, pour la performance qui nous a le plus marqué cette année. Donc puisque c'est toi que j'avais lancé en premier pour la plus belle découverte, et ben c'est moi qui vais me livrer en premier pour une actrice. Une actrice pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur, presque même un crush, on pourrait le dire. Je suis désolé de te le dire, Oracle. Eh ben, bravo. C'est j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Elle est norvégienne, c'est Renate Reinsve. Qu'on retrouve dans le film de Joachim Trier, un film qui est assez confidentiel, qui n'a pas été distribué dans énormément de salles, j'ai l'impression. Ce film, c'est Julien en 12 chapitres, pour lequel donc Renate Reinsve a d'ailleurs eu le prix d'interprétation à Cannes. Et vous devriez pouvoir retrouver ma critique prochainement sur le site pour ce film qui m'a profondément touché. Et il m'a touché justement à travers cette actrice, parce qu'elle a une sincérité, elle a une justesse dans le jeu, qui m'a totalement bluffé. Je ne la connaissais pas du tout, je l'ai découvert à cette occasion. Et véritablement, j'ai été transporté parce que, si tu veux, Oracle, tout le film est construit autour de son personnage. C'est son personnage qui sert de colonne vertébrale au film. Et il aurait été très simple, très facile en fait, de se mettre à détester ce personnage. Parce que c'est un personnage qui n'arrive pas à s'engager dans la vie, qui est plein de doutes sentimentaux notamment. Et pourtant, elle réussit à nous vendre ses doutes. Quand je dis vendre, c'est-à-dire qu'on réussit à les assimiler.
C'est une femme qui est à l'approche de la trentaine et qui ne sait pas tellement dans quelle direction elle va aller dans la vie. Et elle a réussi, Renate Reinsve, à restituer ça avec une sincérité de chaque instant. Il n'y a pas une seconde dans le film où je me suis dit « Elle nous fait chier celle-là !» Comme ça peut arriver pendant un film. Non, pendant tout le film, j'ai compris son cheminement, j'ai compris ce qu'elle voulait amener. Et je trouve vraiment que Joachim Trier, qui est un cinéaste que j'apprécie particulièrement, nous l'a restitué avec beaucoup de naturel. Et voilà, c'est ce panache, cette sincérité, pour un film qui pourtant est ancré dans le quotidien. J'ai trouvé qu'elle avait une vraie ampleur dans le jeu, une vraie palette. Et moi, ça m'a profondément touché en tout cas. Ok, et bah écoute, très bien. Je suis un peu jalouse du coup, mais... Mais je crois que c'est à mon tour d'être jaloux parce que tu as choisi un acteur que tu aimes particulièrement. Ah oui, moi c'est un crush depuis longtemps. Moi du coup j'ai choisi la performance d'Adam Driver dans Annette de Léos Carax. Malgré le fait qu'on n'ait pas accroché au film. Non. Du coup, désolé pour ceux qui ont adoré le film, on sait que vous êtes quand même pas mal nombreux à l'avoir beaucoup aimé. Nous, voilà, ça nous a pas transporté, on n'a pas été transcendés par le film. J'ai pas ressenti les émotions que j'attendais. C'est vrai que c'est un film où on attendait quand même beaucoup de choses. Finalement, pour beaucoup, ça a été un des films de l'année, donc on avait de grosses attentes, puis on est ressorti un peu mitigé quand même. On avait énormément d'attentes par rapport à ce film. On est ressorti très très mitigé, effectivement. Alors, Léos Carax, c'est un style particulier, hein, il faut adhérer. C'est un cinéma assez étrange, on peut dire ce mot-là. Très personnel aussi, parce que libre à chaque... Enfin, après, voilà, chacun, en fait, fait son interprétation aussi. Le film amène à beaucoup d'interprétations un peu plus personnelles. Voilà, la réalisation après était quand même. Alors, c'est très. Alors, je suis désolée, je vais pas être très polie, mais c'est un peu de la branlette intellectuelle, je suis désolée. C'est un peu le genre de cinéma du coup que je n'aime pas vraiment. On a vraiment l'impression que le film il l'a fait avant tout pour lui et pour dire regardez, je fais des trucs vraiment. Voilà. Oui. Bon, c'est pas vraiment le cinéma que j'aime moi, qui me transporte le plus. Donc oui, là-dessus, j'ai pas accroché à sa réalisation. Mais il y a quand même des bonnes choses. Notamment la photo, elle est vraiment incroyable quand même. Là-dessus, on peut pas nier. Le pari d'un film 100% musical où le moindre dialogue est chanté passe très bien. Alors oui, pour le coup, c'est un film clairement très 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 musical, hein, vraiment, mais quasiment tout le film en fait. Donc si vous n'aimez pas les films musicaux, c'est même pas la peine, ça va vous saouler. Mais ça, on le sait. Enfin voilà, nous c'est pas du tout un problème. Moi, j'adore les comédies musicales. Voilà, donc c'était pas du tout un problème pour nous, mais ça risque effectivement d'en brider certains. Si effectivement on n'est pas adepte de ce genre de film. Voilà, donc une déception pour nous, mais la grande satisfaction de ce film, en tout cas, c'est Adam Driver, que j'adore, que je trouve vraiment très très charismatique, qui interprète toujours ses rôles à la perfection, voilà, et on sent qu'il s'est investi. On sent d'ailleurs dans quasiment tous ses rôles qu'il s'investit toujours. On sent qu'il fait ça avec le cœur. Et quand on est acteur, je trouve que c'est très important et très, très, très important qu'on le ressente nous en tant que spectateurs. Et quand moi je regarde Adam Driver jouer, à chaque fois, je sens que vraiment ça lui prend à cœur, il prend tout à cœur. Voilà, il fait ça vraiment pour le plaisir. On sent qu'il n'a pas fait le film uniquement pour le fric. On sent que quand il interprète un rôle, c'est pas forcément. Quand il choisit un rôle, c'est pas forcément pour le chèque qu'il y a derrière. On sent que vraiment il choisit bien ses rôles. On l'avait vu nous d'ailleurs dans Marriage Story. Oui. On l'avait adoré aussi, il était incroyable, enfin vraiment très très bon. Donc voilà, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve toujours formidable et très très charismatique. Voilà, donc.
C'est vraiment une bête de travail, j'ai l'impression. Puis bon, t'as un coup de cœur pour lui, moi je dois dire que je l'aime beaucoup aussi. Oui, je sais que tu l'aimes beaucoup aussi. J'ai envie de te poser une question parce que c'est une réflexion qu'on a eue en off avec le reste de l'équipe. Alors je pense notamment à Faye, à qui on passe le bonjour. Et puis Salut Faye. elle, pour le coup, a beaucoup aimé Annette. Donc Ouais. tant mieux pour elle, c'est toujours un plaisir quand on aime le cinéma. Bah d'ailleurs, si elle veut en parler sur le site, ce sera avec grand plaisir. Je crois que nous, on fera l'impasse. Oui. Elle en parlera sûrement avec plus de passion Voilà, que nous. elle saura sûrement beaucoup mieux en parler. Et la réflexion qu'on se faisait avec elle et avec d'autres membres de l'équipe, c'est est-ce que finalement ce n'est pas parce qu'il a un physique atypique qu'il est aussi touchant. Je vais prendre un acteur que j'aime bien, qui est lui plus dans les critères de beauté, qui est Ryan Gosling par exemple. Est-ce que finalement Adam Driver il nous touche pas parce que justement il n'est pas dans ces standards-là, il a une gueule de cinéma et il est un peu plus voilà, atypique comme je disais. Oui, alors, oui et non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où, certes, Ryan Gosling est peut-être très beau, effectivement, mais en même temps, déjà, la beauté, c'est subjectif, hein, tous les goûts sont dans la nature et sont discutables, on n'a pas tous forcément les mêmes goûts en matière de beauté, et puis, on va pas aimer un acteur parce qu'il est beau, je veux dire, c'est comme si voilà, il y a une actrice qui est belle, tu vas dire, ah bah oui, elle est super belle, tu vois. Nous, non, mais est-ce que ça n'est pas dans le sens des grosses productions américaines de nous imposer des images comme ça? Ça, je sais pas, peut-être. Oui, après, c'est pas. Il est peut-être pas effectivement dans les critères de beauté. Et je pense que là, le but, c'est pas qu'il soit beau, c'est qu'il soit touchant. Et qu'il interprète son rôle à merveille. Et puis, en tout cas, moi, comme je disais, oui, il a peut-être effectivement ce côté un peu gueule cassée, mais moi, je le trouve super beau, en fait, parce que il a du charisme, quoi. Il a un charme de fou. Enfin, c'est pas, il est peut-être pas effectivement parfait physiquement, et c'est peut-être pas un canon selon les critères, encore une fois, de la société. Oui. Mais il est beau, en tout cas, voilà, il est beau pour certains parce qu'il est touchant, parce qu'il est charismatique et parce que il se donne toujours à fond. Il est intense. Il est intense, et puis aussi, ce qui est très important, je trouve, en matière de charisme, justement, c'est la voix. Et il faut dire qu'Adam Driver, il a une putain de voix hyper charismatique. Je veux dire, moi, Adam Driver, il me parle, je fonds rien qu'à sa voix, je l'entends, j'ai même pas besoin de le voir. Il a une voix incroyable qui fait beaucoup, en fait, de son charme, et moi, j'aime beaucoup ça, et oui. Voilà. Donc forcément, dans un film musical, la voix, c'était essentiel. Ouais, bah oui. Tu le vois peut-être être nommé aux Awards ou ça va être compliqué? Ah bah moi j'aimerais bien, j'adorerais. Je pense que pour moi c'est lui qui mériterait l'Oscar ou même le Golden Globes du meilleur acteur. Malheureusement, on a vu les Golden Globes, les nominations sont tombées, il n'est même pas nommé. Non. Voilà. Alors que Marion Cotillard est nommée en meilleure actrice, qui est pourtant beaucoup moins bonne que lui. Je rajoute d'ailleurs qu'elle est nommée en tant que rôle principal, ce qui m'a beaucoup étonné parce qu'elle ne m'a pas eu l'air d'être un rôle principal. Eh bah, alors, première partie du film, si, mais ensuite, non. Et finalement, c'est Adam Driver qui porte vraiment tout le film sur ses épaules. Pour moi, du coup, au niveau de la performance d'acteur, je suis désolée, mais clairement, il mérite au moins la nomination. Et je suis vraiment déçue qu'il ne soit pas nommé. Et qu'aux Oscars, malheureusement, pour lui, je pense qu'il ne le sera probablement pas. Voilà, donc on croise les doigts. Mais ouais, je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un acteur, on a l'impression qu'il a un peu boudé des cérémonies à chaque fois, alors qu'au final, il le mérite tellement et il mérite quand même un jour d'avoir une consécration par un award. Alors bon, après, ça fait pas tout, hein, mais... Disons qu'il a au moins une partie du public qui est à sa cause, et c'est l'essentiel finalement. Les awards, hein, ça reste toujours très accessoire. Oui, c'est ça. On l'a vu d'ailleurs plusieurs fois avec Leonardo DiCaprio, oui. Qui a été nommé pour des rôles incroyables et qui à chaque fois est formidable aussi. Pourtant, il s'est souvent fait dépasser par d'autres acteurs, alors qu'il le méritait amplement. Mais voilà, ça fait pas tout. C'est pas pour ça que du coup, Leonardo DiCaprio est pas un acteur excellent. De plus en plus d'ailleurs. Voilà, il y a l'adhésion du public et finalement c'est oui. l'essentiel. Alors,
On a donné quelques coups de cœur, on va passer à une catégorie qui va être un peu plus polémique, où on va peut-être pas forcément se faire que des amis. C'est la catégorie qu'on a appelée les films Tout ça pour ça. Ouais. Alors comprenez par là que ce ne sont pas les pires films de l'année, mais ce sont des films autour desquels il y a eu un certain battage médiatique intense et qui, une fois le résultat face à nos yeux, nous ont laissé vraiment plus que perplexes. Et là, je crois que toi, tu avais décidé de justement, alors qu'on parlait des awards, mettre en avant un film qui a été récompensé. Ouais, un film, le film qui a eu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes, c'est Titane de Julia Ducournau, qui a été une grosse déception. Non pas que j'en attendais énormément sur ce film-là, j'avoue que je savais un petit peu que déjà c'était très spécial, donc je me suis dit, je sais pas si je vais aimer. Voilà, mais il y a eu tellement, comme tu dis, de battage médiatique autour, que on y est vraiment allé quand même en se disant, ah on va sûrement voir un film incroyable, alors qu'au final, pas du tout. J'ai pas adhéré, j'ai pas du tout aimé la réalisation, les personnages, le propos, voilà, le message était. J'ai pas bien compris quel était là où elle voulait aller. Et pour moi, je pense qu'il y avait de meilleurs films à côté. On rappelle quand même qu'il a été présélectionné pour être. Il avait été présélectionné pour être le film français, enfin représenter la France aux Oscars. Et franchement, je pense qu'on a vu des bien meilleurs films. Oui. Voilà, pour moi, c'est vraiment le film tout ça pour ça. Genre, c'est tout. Voilà, rien de transcendant, rien d'exceptionnel. Grosse déception. Et puis, à part, alors peut-être effectivement Vincent Lindon, qui était vraiment très bien dans le film, pour le coup, mais grosse déception, voilà, même au niveau de l'actrice, au niveau des personnages, j'ai pas accroché, j'ai vraiment pas été transportée et j'ai pas bien compris la finalité du film. Voilà, Alors qu'on précise qu'on avait vraiment aimé grave son précédent film. Moi, je te rejoins un petit peu dans le sens où moi, c'est un autre axe qui m'a peut-être marqué, c'est le fait qu'on a vendu le film, parce que c'est de ça qu'on parle dans cette catégorie, du marketing qu'il y a autour. On a vendu le film en disant, vous allez voir quelque chose d'horrible, la violence poussée à son paroxysme. On a vu des films bien pires. C'est vrai, quand on écoute les gens, quand on a écouté les critiques, les avis des spectateurs quand le film est sorti et qu'ils l'ont vu, on avait l'impression vraiment que ça allait être un truc hyper gore, hyper glauque, vraiment un truc... limite, certaines personnes ne supportaient pas de continuer à regarder le film. Franchement... Il y a eu, lors de on ne saura jamais si c'est une fois de plus du marketing ou réel, mais pendant la projection à Cannes, il y a des personnes qui se seraient évanouies. Qui ont été évacuées et tout. Franchement, je vois pas du tout pourquoi. Enfin, non, on a vu des films bien pires que ça. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de... pas à ce point-là, quoi. Non pas en plus qu'on cherchait la violence à tout prix en regardant le film, mais en fait, finalement, la violence, quand elle n'est pas appuyée par un propos derrière, ou quand on ne saisit pas ce propos, parce que c'est vraiment le problème du film, je trouve, moi, c'est le fait qu'on ne comprenne pas, finalement, elle n'a plus d'impact, en fait. Du coup, on n'est pas marqué par ce qu'on voit à l'écran. Alors moi, ça va être à mon tour de me livrer, et là, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mais pour le coup, je trouve qu'il rentrait complètement dans cette catégorie. Le film que j'ai choisi, donc tout ça pour ça, c'est Dune. Et là, je vais vraiment le relier au marketing. Alors, si vous avez aimé Dune, je ne suis pas de votre avis. Je vous le dis clairement, parce que je trouve qu'il y a des fautes artistiques majeures, qu'il y a des axes complets du récit à côté desquels Denis Villeneuve passe. Je n'ai pas du tout été transporté par l'univers qu'il proposait, mais ça, c'est une chose. Je ne reviens pas sur le film en lui-même. Par contre, ce qui m'a beaucoup agacé, c'est qu'au moment de vendre le film, à coup de bande-annonce, à coup de communication, on nous a culpabilisés, nous, en tant que spectateurs. C'est-à-dire que si tu n'achetais pas ton ticket pour aller voir Dune, tu tuais le cinéma. Eh bien, désolé de vous le dire, mais j'ai tué le cinéma. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent. On avait eu le même problème avec Tenet, et comme par hasard, c'était le même studio derrière. C'est que ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas dire aux gens, ce film, il faut le voir parce que c'est une expérience de cinéma qui va sauver le 7e art dans cette période difficile. On doit vendre un film pour ses qualités, pas pour ce qu'il représente en tant que bien commercial.
Et malheureusement, une fois de plus, derrière les qualités, elles étaient très discutables. Quand on voit l'espèce de chorégraphie ridicule des hommes qui marchent dans le sable, qui a été chorégraphée par Benjamin Millepied, qu'on a fait venir sur le plateau, on a un moment de gêne intense, et ça c'est à peu près unanime chez tout le monde. La seule chose que je souhaite en fait, et ça peut sembler paradoxal pour un film que je n'ai pas vu, c'est que Denis Villeneuve fasse un Dune 2 et qu'il aille au bout de son trip, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'il nous livre vraiment le film en entier. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a un côté prétentieux à couper le film en deux, alors qu'il n'avait aucune garantie pour une suite, et à dire, eh ben, je vous prends un peu en otage et il y aura une suite parce que moi je le veux. Ça m'agace en fait. Alors en plus, il y a un acteur que j'aime pas dedans. C'est comme ça, on l'a évoqué un peu plus tôt avec Pauvre French Timothée, Dispatch. Mais, voilà, Timothée Chalamet dedans, il a zéro charisme. Mais au-delà de ça, si vous avez aimé Dune, si vous l'avez apprécié, c'est une chose, d'accord. Par contre, quand les studios derrière viennent nous culpabiliser parce que nous, soit on n'a pas aimé, soit on a décidé de faire l'impasse, et ben moi, c'est une communication qui est de plus en plus omniprésente dans la sphère médiatique et qui m'énerve au plus profond de moi-même. Mettons en avant les qualités des films et ne mettons pas forcément en avant la crise. C'est important d'aller au cinéma en ce moment, mais pour voir des bons films, pas pour voir le film qu'il faut. Oui, surtout qu'on n'est pas forcément adepte déjà de l'univers. Moi, par exemple, c'est un univers que j'apprécie pas particulièrement, sur lequel je suis pas, enfin, duquel je suis pas adepte. Et effectivement, du coup, c'est vrai que moi, Dune, personnellement, je ne l'ai même pas regardé, puisque je sais déjà, avant même de le voir, que je ne vais pas aimer, parce que c'est un univers qui ne me parle pas. Voilà. Alors oui, après, on va dire, bah, tu peux pas juger un film si tu ne l'as pas vu, je suis d'accord. Mais vu ce que tu m'en as dit, vu les images que j'ai pu voir, le pitch du film, etc., enfin tout autour du film, je sais très bien que c'est un univers qui ne me parle pas, que c'est un film que je n'apprécierais pas. Je pense même pas que j'arriverai à aller au bout du film sans que ça me saoule, parce que c'est comme ça, c'est un univers que je n'aime pas. C'est comme, voilà, je suis désolée pour tous les adeptes de Star Wars, mais je n'aime pas l'univers de Star Wars, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis allée voir des Star Wars au cinéma pour te faire plaisir, pour venir te tenir compagnie et les voir avec toi, parce que ça tenait à cœur. Mais Star Wars, c'est vraiment pas les films que j'ai envie de voir. Toute seule, je ne regarderai pas de Star Wars. Enfin, c'est comme ça, c'est un univers que je n'aime pas, je connais l'univers Star Wars, ça ne me plaît pas. Et ben, je ne vais pas m'infliger un film où je sais que je ne vais pas accrocher. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est vous avez le droit de ne pas être attiré par un film. C'est le droit du spectateur. Et j'ai l'impression... Oui, et là, on te donne un peu l'impression que bah, si tu ne vas pas voir Dune, limite, tu es un mauvais cinéphile. Oh là là, oui. Attention, tu n'as même pas envie de le voir, ou tu n'as pas aimé Dune, mais tu comprends rien au cinéma, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, moi, qui m'a agacé, plus que le fond du film. J'ai plein de problèmes avec le fond du film, mais c'est vraiment sa communication que j'ai trouvé un peu puante. Je suis désolé de le dire comme ça. Alors du coup, je te propose de passer à autre chose, voilà, parce que là, on va parler de choses qu'on a aimées. On parlait tout à l'heure du coup des sites de streaming qui sont pour nous du cinéma, et qui peuvent proposer des films extraordinaires qu'on a beaucoup aimés. On en a du coup 2, un chacun. Alors, quel a été ton coup de cœur sur les plateformes de streaming cette année? Eh ben, c'est vrai que pour nous, comme on l'a dit, qui habitons à la campagne, le streaming, ça reste un vecteur de cinéma assez essentiel pour avoir du choix. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix, oui, parfois. Et moi, j'ai eu envie de mettre en avant le dernier film, donc c'est sorti au mois de décembre, c'est tout récent, le dernier film d'un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est Paolo Sorrentino, le réalisateur italien, qui nous a offert là, tout récemment, son film La main de Dieu. Alors, je ne vais pas me lancer dans un grand résumé, je vais simplement souligner le fait que c'est un film autobiographique. En fait, on pourrait croire avec le titre qu'il nous parle de Maradona. Maradona est un élément du contexte parce que c'est un footballeur qui a beaucoup influencé Paolo Sorrentino, mais en fait, le film, c'est une autobiographie de Paolo Sorrentino qui se livre complètement à cœur ouvert, à nu, dans tout ce que son adolescence a eu de plus formidable, mais aussi de plus traumatique. Et c'est un film, voilà, je l'ai dit plusieurs fois au cours du podcast déjà, et je vais le redire encore une fois, c'est un film sincère. Et moi, c'est ça que j'ai besoin de voir quand je regarde un long métrage. C'est un film qui a du cœur et qui s'ouvre à nous. Et là, vraiment, Paolo Sorrentino, il n'a plus de secret. Tout ce qui a pu être problématique dans son adolescence, il nous le livre. Et en plus, c'est un cinéaste qui a une esthétique de l'image. Alors, on pourrait dire, oui, il se regarde un peu filmé.
Tout à l'heure, tu parlais de branlette. C'est vrai que c'est un peu de la branlette visuelle, on va pas se mentir, par moment. Mais en même temps, ça offre une ampleur à son cinéma, même dans des scènes du quotidien les plus banales. Et véritablement, moi, c'est ça qui m'a touché dans son film. Je ferai juste une recommandation aux gens, c'est que le fait que ce soit un film autobiographique, je vous recommanderais du coup de ne pas forcément aller regarder la page Wikipédia de Paolo Sorrentino qui dévoile les choses sur son enfance et de vous laisser surprendre par le film. Moi, ça a marché. Je suis très client de Paolo Sorrentino, comme toi, tu es client de Wes Anderson. Mais j'ai eu l'impression que voilà, sur ce coup-là, c'est Netflix, puisque c'est Netflix qui l'a sorti. Netflix était du cinéma. Mais je crois que toi, c'est une autre plateforme que tu as voulu mettre en avant. Alors moi oui, c'est un film disponible sur Amazon Prime Video qui est un film français de Mélanie Laurent, qui est une actrice et réalisatrice que j'apprécie beaucoup. Elle fait des choses plus ou moins bien, je suis d'accord, mais c'est une personne assez finalement assez simple, naturelle, et je trouve qu'elle fait les choses avec le cœur à chaque fois également. On sent que voilà, elle fait les choses parce qu'elle a vraiment envie d'en parler, parce qu'elle a vraiment envie de les faire. C'est toujours très sincère, et du coup moi ça me plaît beaucoup. Je trouve que voilà, on est quand même pas mal fâché quand même avec le cinéma français, pour appuyer le fait que quand on a du bon cinéma français, ça fait toujours plaisir quand on a des bonnes actrices, des bonnes réalisatrices. Bon là je parle au féminin puisque bon, c'est Mélanie Laurent, donc c'est une femme. Mais voilà, encore plus quand on a des femmes, justement, je trouve ça important de les mettre en avant. Voilà, donc moi j'apprécie beaucoup cette personne. Alors Le Bal des Folles, c'est un film qui parle d'Eugénie, qui est une jeune femme qui voit et entend les esprits. Et non pas les morts, comme elle le dit, c'est vraiment les esprits, c'est deux choses différentes. Ça se passe donc au 19e siècle, et donc quand sa famille découvre son secret, ils la font interner à l'hôpital de la Salpêtrière, où du coup elle va rencontrer d'autres femmes qui se sont fait également interner, et puis une infirmière également, donc interprétée par Mélanie Laurent, Geneviève, qui du coup va au fur et à mesure un petit peu la prendre sous son aile. Voilà, je vais pas trop en dire, sachant qu'en plus j'ai un article qui va sortir bientôt. Ah, une promesse. J'essaie, oui, ça, il est déjà un petit peu écrit. Il faut juste que je le mette en forme, mais oui, ça vient, ça va sortir. Voilà, donc je vais pas trop parler de ce film, plus dire pourquoi j'ai aimé ce film. Eh bien, tout simplement parce que déjà, comme je l'ai dit, c'était très sincère, très juste, très réaliste. Voilà, ça nous parle de la vie de ces femmes à l'époque, qui se retrouvent un peu internées à tort. C'est un film qui traite énormément, voilà, des femmes. Donc c'est un film très féministe. C'est un film également sur la maladie, la vie en hôpital psychiatrique, sur les chercheurs également, et notamment un chercheur en particulier, Charcot, qui est donc le directeur de l'hôpital de la Salpêtrière à l'époque. Moi, je vais aller dans ton sens parce que c'est vraiment un sujet qui me touche de manière très très personnelle, et j'avais besoin que le film soit bien fait pour l'admettre, parce que c'est vraiment la psychiatrie au cinéma, c'est un truc sur lequel je tolère aucune approximation. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était bien fait, justement, qu'il y avait cette sincérité qu'on met en avant depuis le début du podcast. Ouais. Et j'ai très hâte de te lire. Après, c'est pas un film. Alors, c'est un film qui est quand même loin d'être parfait. Oui. Il y a quand même beaucoup de défauts. Il y a parfois des moments très maladroits. Mais voilà, comme je l'ai dit, moi ça m'a beaucoup touchée, déjà de par le sujet qui m'a énormément parlé, de par ces parcours de femmes qu'on nous raconte, et puis parce que voilà, c'est un film, comme on l'a dit, voilà, sincère, et la sincérité au cinéma, moi personnellement c'est ce qui me touche le plus. Voilà, plus que, justement, je disais tout à l'heure que j'étais pas très science-fiction, etc. Je veux dire, l'imaginaire est très important au cinéma, mais la réalité, finalement, et la sincérité aussi, et le réalisme d'un film, c'est souvent les films qui me touchent le plus.
Et là, en l'occurrence, voilà, le film m'a touchée et j'ai été vraiment transportée à travers les histoires de ces femmes. Voilà, il n'y a pas que Jenny, hein, il y a énormément de femmes qui sont très très intéressantes dans le film. Donc voilà, j'y reviendrai plus précisément dans ma critique qui arrive prochainement. Eh ben, j'ai très hâte de la lire, et je précise aussi, parce que j'ai oublié au moment de parler de La Main de Dieu, que vous pouvez lire la critique complète sur le site, donc sur lesrefracteurs.fr bien sûr. Et alors, du streaming à la salle de cinéma, on pourrait croire qu'il n'y a qu'un pas, mais pour nous il y en a beaucoup, puisque... Il y a beaucoup de kilomètres parfois. On a décidé, là c'est un peu personnel on va le dire, et puis on va pas pouvoir en parler longtemps, parce que ce qu'on a voulu mettre en avant ensuite, ce sont les films qu'on n'a pas pu voir, parce que justement on habite à la campagne et qu'ils étaient impossibles à voir, sauf à moins de faire 60 km en voiture à peu près. Oui, impossible à voir, pas forcément, puisque en fait, alors moi, je vais balancer mon film, le film que j'ai hâte de voir, et le film que j'aurais aimé pouvoir voir dans mon cinéma, c'est Madres Paralelas, qui est le dernier film de Pedro Almodóvar, qui est un cinéaste un peu au même niveau que Wes Anderson pour moi, ou même que Tim Burton. Voilà, j'adore ce cinéaste, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, justement par le réalisme et la sincérité de ses propos dans ses films. C'est des films voilà, qui nous parlent, c'est des films auxquels on peut s'identifier, et c'est un cinéma qui me touche particulièrement. Je trouve qu'en plus il a une patte vraiment bien à lui, voilà, une patte graphique et une réalisation vraiment très très sympathique. Donc voilà, j'attends vraiment ce film avec grande impatience. J'avais envie de le voir, et effectivement le problème c'est qu'il est passé chez nous, mais il est passé en VF. Voilà, il y a eu peut-être 2 séances en VO qui étaient genre l'après-midi, quand en plus je travaillais encore, donc forcément c'était impossible de les voir, et il était hors de question que j'aille voir un Almodóvar en VF. Ça, c'est pas possible, il n'y a pas de négociation. Donc, voir Almodóvar en VF, non merci. Donc, du coup, si on voulait aller le voir, c'était en VO à 50 km de chez nous. Enfin, en tout cas, voilà, il fallait se taper 1 heure de route. Et donc, malheureusement, avec nos plannings, on n'a pas pu aller le voir. Donc, je n'ai toujours pas vu ce film. Et puis, du coup, je suis un petit peu colère. Alors oui, c'est un vrai problème quand on habite à la campagne, c'est le fait que ces films, alors ils sont parfois distribués, mais en VF. Notre petit cinéma de campagne, donc on n'a pas envie de lui taper dessus particulièrement, mais je trouve qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour proposer des séances en VO à des horaires qui étaient forcément accessibles, comme tu l'as dit. Ouais. Et puis, moi j'ai choisi un autre film qui lui n'a tout simplement pas été distribué ici. C'est aussi un cinéaste que moi j'aime beaucoup, c'est Kirill Serebrennikov. Alors moi j'ai été tombé fou amoureux de son Leto. Donc c'était Leto, j'ai écrit un long article dessus, c'était une plongée dans le rock russe underground des années 70-80. Et là il a sorti récemment un film qui en plus a eu de très très bonnes critiques, c'est La fièvre de Petrov, qui avait l'air... m'intéresse beaucoup aussi d'ailleurs. Qui avait l'air complètement halluciné en fait. Il a vraiment l'air d'être parti dans un trip bien personnel. Alors il faut savoir qu'en plus pour Kirill Serebrennikov c'est compliqué de faire des films parce qu'il est assigné à résidence une bonne partie de l'année. Il a des démêlés avec, j'ai pas envie de dire la justice parce qu'on n'est pas en train de parler de justice, mais avec le gouvernement russe qui lui reproche beaucoup sa liberté créative. Et là voilà, j'avais envie de payer mon ticket de cinéma pour le soutenir. Même si évidemment c'est pas 10 € venus de la France qui vont lui régler ses problèmes, mais j'avais envie de faire un geste pour soutenir son cinéma et je n'ai pas pu, j'en ai été privé, donc voilà, moi non plus je peux pas vous en dire beaucoup plus, je l'ai pas vu et puis je me suis coupé de toute bande-annonce parce que j'ai envie de me garder la surprise totale, je suis un peu maniaque comme ça des fois, donc je vais attendre impatiemment qu'il sorte au format physique, mais ce qu'on a voulu mettre en avant à travers ces 2 films, c'est le fait qu'il y a peut-être une réflexion à avoir dans les cinémas de campagne sur qu'est-ce qu'on propose, comment on le propose, et est-ce qu'on réussit à être universel et à permettre à tout le monde d'accéder à un maximum de choix. Je comprends la contrainte financière, mais bon, des fois il faut aussi avoir une contrainte culturelle, je pense.
c'est ça. Bah, surtout que nous, enfin là, on a l'exemple de ces deux films, mais c'est vrai on est quand même des grands défenseurs de la VO. Pour nous, c'est impensable de voir un film autrement qu'en VO. Et malheureusement, ça a été aussi le cas. On a eu le même problème avec West Side Story, qu'on n'a pas pu voir non plus parce que on voulait absolument le voir en VO et que notre cinéma ne le proposait pas non plus en VO. Voilà, donc pour nous, il était impensable de le voir en VF, vraiment, surtout quand c'est un film musical, on sait jamais trop à quoi s'attendre au niveau des chansons. Voilà, c'est très très compliqué. Bah, du coup, on n'a pas pu le voir non plus, donc c'est aussi un film pour le coup en commun qu'on aurait aimé voir si on n'habitait pas en campagne. C'est vrai, et voilà, en fait, ne tapons pas sur les ciné, soulignons juste qu'il y a peut-être un effort à faire, et puis tout le monde sera un peu plus content. Et puis c'est la mission culturelle du cinéma, je trouve aussi. Et du coup, c'est assez dommage parce que je pense que ton film La fièvre de Petrov n'a pas eu autant de visibilité déjà que Leto. On avait entendu parler de Leto à l'époque. Là, j'ai l'impression que vraiment, si on n'est pas très cinéphile et qu'on n'a pas déjà un pied finalement dans son cinéma lui, qu'on ne le connaît pas, et ben, il n'y a pas moyen finalement de voir le film. On se dit, enfin. Voilà, il faut savoir en fait, connaître déjà je pense le cinéaste et savoir qu'il a sorti un nouveau film pour aller le voir. J'ai l'impression qu'il a vraiment eu zéro pub. Voilà. Il en a eu, mais très ciblé en fait, et forcément ciblé sur les cinémas dans lesquels il allait sortir. Donc, c'est un film qui est un peu passé vraiment à côté. J'ai l'impression que du coup il a pas fait... Il a pas, je pense, eu le succès. Alors bon, on l'a pas vu, on verra bien. C'est peut-être pas, au final, on sera peut-être déçus, mais... Il aurait mérité en tout cas plus de visibilité. C'est un film qui n'a pas eu du tout la visibilité, je pense qu'il mérite. Voilà. Alors, après ce petit coup de gueule, on va passer à ce que j'appellerais les confessions du cœur, c'est-à-dire nos plaisirs coupables. Et moi, j'ai décidé d'assumer mon côté péteux, on va le dire comme ça, mon goût pour les films, comment dirais-je, prétentieux, les films qui aiment bien poser la caméra, trouver l'angle qui va vous faire réfléchir et remettre votre vie en perspective et mon cul, hein, disons-le clairement. Le film pour moi qui m'a plu, donc c'est un plaisir, le film qui m'a plu c'est Malcolm and Mary. Alors je ne suis pas le seul à qui ça a plu, hein. Il y a quand même pas mal de défenseurs de ce film, mais il faut aussi dire qu'il y a toute une partie du public, y compris du public cinéphile, qui lui a reproché justement ce côté prétentieux, ce noir et blanc très travaillé, cette façon de s'attarder sur le visage des acteurs, de jouer sur le dialogue et en même temps sur le non-dit par moment. On a beaucoup parlé notamment de la performance des deux acteurs, de John David Washington et Zendaya, en disant que c'était dans l'exagération et que là aussi on les dirigeait de manière à accentuer tous les sentiments. Mais pour moi, en fait, ça a marché. Et je ne sais pas pourquoi ce genre de cinéma me parle. Ça doit être mon côté prétentieux. Toi qui vis avec moi, tu le sais peut-être mieux que personne. Mais voilà. Parfois, oui. Ce sont des films que je regarde tout seul parce que je sais que toi, tu es assez hermétique et je comprends pourquoi. Mais celui-là a réussi à se faire une petite place dans mon cœur et à me toucher. Peut-être justement par la qualité de ses dialogues, c'est peut-être ça que je vais mettre en avant. En plus, c'est d'ailleurs presque que ça, hein. C'est vraiment un film qui se passe sur une période très restreinte de temps et c'est juste un échange entre deux fiancés. Et pour moi, il a réussi à me toucher. Je comprends les gens qui sont complètement hermétiques parce que c'est du cinéma un peu prout-prout. Mais voilà, c'est encore un film Netflix que je mets en avant, c'est comme ça. Mais c'est mon petit plaisir coupable et je vais l'assumer. Vous pouvez venir me cracher dessus dans les commentaires et je le vivrai bien. Chacun ses goûts, voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais je crois que toi, tu vas aller totalement à l'opposé. Oui, moi effectivement, je vais aller complètement à l'opposé du film Prout Prout, justement comme tu le dis. Moi, je vais partir sur un divertissement total, sur, on va dire un peu, bah, c'est même d'ailleurs le blockbuster de l'année. Oui. Voilà, clairement de la fin d'année. Moi, je vais partir sur un film Marvel, donc je vais partir direction les super-héros.
et donc le film, alors Marvel, le film Marvel Sony, c'est Spider-Man No Way Home. Ah, Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, oh là là, oui, mais le film est pourri. Alors, je justement, lève la main. justement, d'où le plaisir coupable, c'est-à-dire que malgré tous les défauts du film, malgré tout ce qui est raté dans le film, j'ai quand même pris mon pied à le voir. C'était quand même c'est resté voilà un plaisir de le voir, voilà, parce que bah comme on l'a déjà dit, je pense qu'au bout d'un moment tout le monde a bien compris, on est des très grands fans de l'univers Marvel. On aime toujours aller voir les films qui sortent et là, ça restait un très bon divertissement, voilà, malgré tous les défauts du film. Moi, j'ai passé un bon moment. Le film est très bien passé. Alors, on a eu le problème des gens qui ont trop communiqué autour du film avant sa sortie, et du coup, il y en a un peu marre des gens qui gâchent les films avant qu'on aille les voir. Si je peux me permettre, je me demande dans quelle mesure c'est les gens qui l'ont gâché ou si c'est la communication de Disney. Oui, peu importe. En tout cas, le film a été clairement gâché avant qu'on aille le voir au cinéma. Je veux dire, les films Marvel, on sait qu'on va avoir des surprises, on sait qu'il va se passer des choses, on sait qu'il va y avoir des twists, on sait finalement, on sait qu'il va se passer des choses et on n'a pas envie, on veut pas savoir avant finalement ce qui va se passer, même si c'est pas sûr, même si voilà, c'est des spéculations, on veut pas en fait, on veut pas. Et là, tout a été gâché. Voilà, bon, on va pas parler plus du film parce que bah, justement, on veut pas faire partie de ces gens qui vont spoiler l'intrigue du film. Mais voilà. Et en attendant, il y a quand même le film est quand même très divertissant, j'ai trouvé, et j'ai aimé retrouver Spider-Man et retrouver voilà Marvel à l'écran et enfin sur le grand écran même. Et ça a été, ça restera mon plaisir coupable. De fin d'année, voilà, j'ai apprécié le voir malgré les défauts du film. Bon, on finit notre tour du cinéma sur une petite touche popcorn, c'est plutôt raccord, hein, tu me diras. Ah oui, oui. Ouais. Et puis, bah, je te propose de passer aux séries. Ouais, série. Alors, toi, c'est vrai que tu n'as pas énormément regardé les séries cette année. Alors, moi non plus, hein, je vais avouer que cette année, les séries, on a un peu mis de côté beaucoup de séries. On n'est peut-être pas vraiment à jour niveau série. Beaucoup à cause de moi, je dois dire que je traîne sur les séries. Hein. Je l'attends pour beaucoup de séries. Voilà, je dois l'attendre pour des séries, donc j'en ai un peu marre d'attendre à chaque fois, mais il va falloir s'y remettre l'année prochaine, promis. On se remet un peu plus à regarder les séries. Alors du coup, quel a été ton coup de cœur vraiment cette année au niveau des séries ? Alors moi, ça a été une série... Alors, je triche un peu, du coup, c'est pas une série qui est sortie cette année. C'est une série qui a déjà 2 ans, mais que j'ai découvert cette année, que j'ai clairement bingé. Je l'ai découvert en fait en début d'année, mais je crois que j'ai pas eu d'autres coups de cœur niveau série cette année, hein, pour dire que soit on est très en retard dans les séries, soit il n'y a pas eu un super cru niveau série non plus, parce que j'ai vraiment eu aucun autre coup de cœur cette année. Donc pour moi, c'est une série Netflix, Les Demoiselles du téléphone. Oh. Donc c'est une série qui se passe dans les années 20 en Espagne, plus précisément à Madrid, qui traite de la première compagnie de téléphone nationale. Voilà, donc qui ouvre à Madrid, et donc on va suivre l'histoire enfin les histoires et les parcours de plusieurs femmes. Alors c'est encore voilà, on parle encore des femmes, c'est encore une œuvre très féministe, hein, mais bon, en même temps, je suis une femme et pour moi c'est très important qu'on traite les femmes dans le cinéma ou dans les séries, surtout quand c'est bien fait du coup. Ces femmes qui cherchent un emploi, qui s'intègrent donc à la compagnie de téléphone et qui vont en fait voilà s'émanciper, représenter la liberté, la modernité. Puis voilà, c'est une série qui est vraiment girl power à fond, qui est centrée sur le besoin d'émancipation des femmes, hein, puisque je rappelle que ça se passe dans les années 20, hein, donc voilà. Et puis c'est une série que j'ai trouvée très bien réalisée. Alors
toi, tu as essayé de regarder la série, tu n'as pas vraiment accroché. Il y a un côté telenovelas, un peu, Ouais, voilà. feuilleton, dira-t-on. Ouais, feuilleton, mais en mieux quand même, hein, Oui. voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très feuilleton. Je pense à un peu le côté peut-être série espagnole, je sais pas. Après, moi, c'est vrai que déjà le côté historique, voilà, le côté, bah voilà, les années 20, moi, c'est une période que j'aime beaucoup, hein, je sais pas pourquoi, mais je veux dire, au niveau des costumes, des décors, voilà, c'est une période que j'apprécie beaucoup de voir à l'écran, donc c'est vrai, au niveau de la musique aussi, hein, parce que... C'est très ancré dans son époque. D'ailleurs, t'avais plutôt aimé Gatsby, qui était un peu dans la même époque. Ouais, c'est vrai, ouais, exact. Moi, j'aime beaucoup l'époque, enfin voilà, les années 20, tout ça, ça me parle beaucoup. Là, il faut quand même avouer que les costumes, les décors sont incroyables. Ils nous immergent vraiment dans l'histoire. Et on est vraiment. Enfin, moi, ça m'a transporté. C'est une série que j'ai vraiment regardée, mais alors en tout, je crois qu'il y a 5-6 saisons, je sais plus exactement d'ailleurs. Il y a 5 ou 6 saisons, mais je les ai vraiment regardées genre en un mois de temps. J'ai tout regardé. Enfin, j'ai vraiment bingé la série pour le coup. Donc, malgré le côté effectivement un peu feuilleton, voilà, l'espagnol, c'est une série. On est pris dedans, les personnages sont quand même assez attachants, les actrices sont vraiment très très bonnes, moi je trouve, enfin très très bonnes dans le sens, Bien sûr. dans le sens, voilà, très bon jeu quoi, pas... même si elles sont tout à fait très charmantes et que c'est vrai que l'actrice principale d'ailleurs est vraiment une très très belle femme. Et voilà, elles sont vraiment... on est pris dans la série, on est pris dans l'époque en fait. On a l'impression de voyager avec elle à travers le temps. Et voilà, il y a un côté politique, toutes ces choses-là. Vraiment, je trouve que l'époque, la politique espagnole était vraiment bien traitée. Les femmes, voilà, sont très très bien représentées. Et le message est beau. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette série. Et je vous la conseille si, en tout cas, c'est une époque qui vous parle, puisque effectivement, si on n'est pas trop adepte bon, des années 20 et de la politique espagnole, moi, je suis j'aime beaucoup la culture hispanique. Donc déjà, forcément, ça aide. Moi, les films espagnols, les séries espagnoles, je les regarde avec grand plaisir parce que c'est un pays que j'aime beaucoup culturellement parlant. C'est une langue que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. C'est vraiment, en tout cas, si ça peut vous parler, je vous la conseille. Eh ben, écoute, tu parles de femmes et moi aussi je vais parler d'une série qui met en scène une femme en particulier. C'est le personnage principal de cette série. Cette série, alors je vais passer un petit clin d'œil à notre ami XP parce que c'est lui qui me l'a conseillé fortement. C'est Mare of Easttown avec Kate Winslet dans le rôle principal. Donc c'est une mini-série et en fait c'est un polar, sauf que c'est pas un polar ordinaire à la, je ne sais pas moi, Law and Order, hein, si tu veux. Là c'est complètement l'opposé, c'est un polar très intime dans lequel Kate Winslet joue une mère célibataire qui est flic de son village et qui va faire face à un meurtre. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, moi, c'est le fait que cette ville dont elle est chef de la police, il me semble qu'elle est chef, hein, je me trompe peut-être, mais cette ville dont elle est flic, en tout cas, elle est en espèce de décrépitude économique. Dans plusieurs épisodes, on la voit faire face à des problèmes de pauvreté, des problèmes de drogue qui y sont liés. Et finalement, le gros de l'intrigue restera toujours cette affaire de meurtre auquel elle doit faire face, mais il y a son quotidien qui pèse en permanence sur elle. Et ça rend vraiment la série assez captivante. Parce que, là encore, décidément, elle est sincère et elle est très intime. Finalement, Mare of Easttown, donc le titre, Mare, c'est le nom de ce personnage, donc c'est peut-être mère avec l'accent, j'en sais rien. Mais justement, c'est elle qui est mise en avant. Ça n'est pas tellement le cheminement de l'enquête qui a compté pour moi et qui m'a fait apprécier la série, même s'il est très abouti. Mais c'est surtout donc la trajectoire de ce personnage principal qui, moi, m'a conquis. Et en plus, j'aime beaucoup Kate Winslet, donc ça a beaucoup joué. Alors, on a eu nos coups de cœur séries, mais on a aussi eu quand même nos déceptions en matière de séries. Alors, du coup, je te laisse annoncer la tienne. Quelle a été ta grosse déception de l'année en matière de séries ?
Alors, je l'ai mis dans les déceptions parce que, comme dirait Dewey, j'en attendais rien, j'ai quand même été déçu. J'adore cette citation. Et en fait, quand je disais j'en attendais rien, c'est même j'avais la trouille en fait. Et cette série, c'est Cowboy Bebop. Alors, toi, tu le sais, j'ai un amour profond pour la série d'animation originale qui est un classique pour moi. J'en ai parlé chez nos amis James et Faye pour un geek en série que menait Faye de main de maître. Et voilà, on s'est retrouvé face à une adaptation live de la série animée et tout part en couille. Il n'y a rien qui va. Le graphisme essaye d'émuler ce que faisait la série animée et du coup ça a un côté plastique dégueulasse. Contrairement à la série animée, le fil rouge est martelé à chaque épisode et ça ne laisse aucun plaisir de découverte. En fait, c'est vraiment dans le giron de ces séries Netflix qui vont te mener par la main, ne jamais te lâcher et te prendre, une fois de plus, je l'ai déjà dit en début de podcast, mais pour un con, et essayer de te prémâcher tout le travail pour que toi, spectateur un peu idiot, tu comprennes bien ce qu'on a voulu te dire. Alors en plus, c'est mal joué. La musique, on a essayé de la mettre en avant, mais c'est juste des reprises de la musique de la série animée, donc c'est fantastique, sauf que sur ces images-là, ça semble dégueulasse. Je pensais pas qu'on pouvait désacraliser comme ça la musique de Cowboy Bebop, mais c'est fait. Et puis, j'ai pas envie d'en dire plus, parce que je vais finir par être une petite boule de haine infâme, sinon, mais j'ai au moins la satisfaction, la grande satisfaction, d'avoir vu cette série annulée en 2 semaines, ce qui prouve bien que... Preuve que c'est de la merde. Voilà, ben... T'as lâché le mot et je crois que ça a vraiment été de la merde. Et je l'ai mis dans les déceptions parce que tu le sais, Cowboy Bebop, c'est sacré pour moi. Bah oui, On je n'a sais. pas le droit d'y toucher. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. On a le droit d'y toucher si on le fait bien et si on le fait correctement avec amour en comprenant de quoi on parle. Et là, la série ne comprend absolument pas ce qui faisait la substance de la série animée. Donc ça a été une grosse déception et voilà, j'espère qu'elle sera vite oubliée, que les gens se rappelleront de la série animée et oublieront cet échec lamentable de Netflix. Et puis pour toi, je crois que c'est une série dont on avait parlé dans le premier podcast que tu avais partagé Ah ouais, avec moi. c'était notre premier podcast ensemble. Alors, bon, on va dire que je parle beaucoup de Marvel, mais en même temps, c'est une série, enfin, c'est une déception qu'on a en commun, Oui, du coup. Donc, on va pas se étendre dessus parce qu'on en a effectivement fait un podcast et qu'on a déjà expliqué pourquoi on n'avait pas forcément adhéré et qu'on avait été déçus. Mais c'est du coup une série Disney+, une série Marvel, c'est Loki, Ouais. qui était... alors, je dirais pas que c'est la série que j'attendais le plus cette année, mais en tout cas, c'est une déception parce que, comme on l'avait déjà dit, voilà, je dis on parce que je sais que tu partages mon avis, mais absolument. comme on l'avait déjà évoqué, on aime beaucoup ce personnage, on aime beaucoup le personnage de Loki. On avait envie de voir une série finalement où on allait le découvrir un peu plus, ou voilà, une série centrée sur lui. On s'est dit, voilà, ça peut être vraiment sympa, ça va être bien. On nous avait un peu vendu la série aussi, justement, problème de com. On nous a un peu vendu une série incroyable, où du coup ça allait limite changer, enfin ça allait renverser l'univers Marvel par la suite. Voilà, on nous a vendu des twists, oh là là, attention, ça va déménager. Au final... Bon, pas du tout. Il n'y a rien de très très de très gros et de très incroyable. Une réalisation qui laisse à désirer. Oh, complètement. Des personnages qui laissent à désirer. Donc moi j'étais très très déçue parce que j'étais très contente de retrouver, enfin que Loki il ait sa série en fait. J'étais très contente de retrouver Tom Hiddleston que j'adore aussi. Décidément. Ah bah c'est d'où la déception aussi. J'étais très contente de le retrouver dans le personnage de Loki. J'avais vraiment hâte de voir ce qu'ils allaient en faire et ouais non c'était pas... On l'a franchement regardé pour la regarder, on l'a fini pour la finir, mais c'était pas un plaisir comme on s'y attendait, comme on espérait. Donc on va pas se rétendre dessus. Si vous voulez en savoir plus, il y a le podcast sur le site des Réfracteurs. Voilà, le tout premier podcast qu'on avait fait ensemble. Mais ouais, grosse déception pour la série Loki. Oui, effectivement, ouais, je te rejoins. Puis moi, j'avais vraiment l'impression d'une série un peu... je vais pas non plus aller trop loin parce que... Cheap. C'est pas ça que j'allais dire, mais j'aurais dit, tu vois, une série hystérique dans le sens où elle part dans tous les sens et elle ne se focalise sur rien.
Ouais, Et au final, ouais, du coup, mais oui, on a oui. une histoire sans profondeur, alors que, comme tu disais, ça devait être le bouleversement de l'univers Ouais, ouais. Marvel. Oui, Et on nous puis, avait annoncé vraiment, voilà, voilà, là, ça va impacter vraiment l'univers. Bah, preuve qu'elle n'impacte rien sur la durée, c'est que son ouverture sur le multiverse, je ne spoil rien, c'est vraiment le thème central de la série dès le premier épisode. ouais, bah oui. Son ouverture sur le multiverse a été réinterprétée dans plusieurs autres séries Marvel et dans plusieurs films Marvel, à tel point qu'on ne sait plus tellement d'où naît le C'est multiverse. ça, on sait pas trop où ça va nous mener. Alors on attend de voir ce qu'ils vont faire avec la saison 2, puisqu'il y a déjà eu une saison 2. Enfin, même avant même que Loki, enfin que la première saison sorte, on avait déjà confirmation qu'il allait avoir une saison 2. On attend de voir ce qu'ils font avec, mais ouais, grosse déception, parce que c'est un personnage qu'on aime beaucoup dans l'univers Marvel, et on avait un peu hâte de voir ce que ça allait donner, sachant qu'on avait quand même apprécié les premières séries Marvel. Voilà. Et d'ailleurs, ça aurait pu limite être une série qu'on aurait pu mettre dans la prochaine catégorie, qui est, comme pour le film, la série Tout ça pour ça. Puisque finalement, on en attendait tellement, et on nous a tellement survendu la série, qu'on aurait pu se dire tout ça pour ça. Finalement, voilà, ça a été la déception, mais du coup, la série Tout ça pour ça, on a la même. Oui, On est d'accord. à 100%. Voilà, je te laisse l'annoncer. Et bah, c'est moi qui vais ouvrir le bal. Donc cette série, c'est Squid Game. Ouais. Voilà. Alors, non pas qu'on a détesté ce qu'on a vu. Non, Ça non, n'est non, pas loin de là. tellement le problème, même si je trouve que là, ce qui m'avait gêné avec les demoiselles du téléphone, excuse-moi, c'est ce côté feuilletonnant qui, là, pour le coup, est très ancré dans les dramas coréens, un peu trop présent à mon goût. Oui, mais après, c'est un peu le style aussi. Oui. C'est un peu le style coréen, quoi. Ça, pour le coup, on peut pas. Bon, Oui. c'est un peu leur style en matière de cinéma, de série, où on a l'impression justement que tout est exagéré, mais c'est bon. C'est leur grammaire, disons. C'est ça, voilà. Mais moi, je mettrais en avant deux choses qui m'ont particulièrement agacé, puis après, je te laisserai la parole vu qu'on a la même série. La première, c'est j'ai vu Battle Royale, merci. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas tellement le concept. Le concept de Battle Royale, je ne suis même pas sûr, non, je ne crois même pas d'ailleurs que Battle Royale l'a inventé, il l'a juste popularisé, j'en suis sûr d'ailleurs même. Mais en fait, c'est au-delà du concept, des élans de réalisation qui étaient propres à Battle Royale. Je pense par exemple à la musique classique qu'on leur passe dans les haut-parleurs. C'est un truc qui était dans Battle Royale, et ça n'est qu'un élément parmi des centaines, j'exagère, des dizaines qui sont repris du film de Fukasaku. Et en plus, le film de Fukasaku est beaucoup plus pertinent politiquement, selon moi, même si, pour ce coup, Squid Game ne manque pas de fond sur la société. Oui, et du coup, oui, voilà, il y a un côté très Battle Royale, effectivement, comme tu dis, mais c'est justement ça, c'est que, oui, bon, l'œuvre de base, on l'a vu, ça reste la meilleure, enfin, c'est un peu inutile de copier, voilà. Et surtout qu'on a eu déjà un sous-Battle Royale qui était Hunger Games. Ouais. Et donc, on a déjà finalement eu cette copie de Battle Royale, et là, on te le ressort en série. T'as envie de dire, on a vu Battle Royale, on a vu Hunger Games, merci, mais vous refaites la même chose. Au bout d'un moment, soyez un peu plus créatifs, un peu plus originaux dans vos propositions. Parce que là, bon, voilà. Alors oui, il y a peut-être, effectivement, c'est un hommage, tout ce que tu veux, mais en fait, c'est du vu et revu. Il n'y a rien d'original, en fait, dans la série. Et en plus, c'est très téléphoné. En plus, oui, puis c'est un truc qui est dans l'air du temps parce que les modes Battle Royale en jeu vidéo, maintenant, t'en as pour chaque jeu vidéo Oui, qui non, mais sort. voilà. Hein, Oui, c'est ça, on veut quelque chose d'original. Enfin, arrêtez de nous sortir des copies à chaque fois, des choses qu'on a déjà vues et revues et revues. Mais moi, personnellement, il y a une deuxième chose qui m'a profondément gêné, et j'insiste sur le mot gêné, parce que c'est vraiment symptomatique, je trouve, de certaines séries Netflix, et je te laisserai rebondir là-dessus, c'est le fait que Squid Game, il manque pas de fond. Il critique une espèce d'hypercapitalisation de la société, il met en accusation la société de consommation, clairement. Le problème, c'est que quand tu te retrouves face à une série comme ça, et qu'à côté, on te markete le truc à toutes les sauces, en te vendant des uniformes, des déguisements, en te vendant même les gâteaux qui sont mis en scène dans la série.
Enfin, Qui sont en plus apparemment dégueulasses. Je veux dire, concrètement, il n'y a rien du tout. Non, mais voilà, le truc, c'est du sucre et c'est tout. Enfin, je veux dire, en plus, c'est dégueulasse. Donc, il y a quelque chose de profondément contraire à critiquer la commercialisation à tout va et dans le même temps avoir Netflix se vautrer là-dedans. Et je crois Ouais, que toi, tu avais d'autres exemples sur cette même veine. en fait, oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu vraiment le matraquage médiatique autour de Squid Game a été le même que autour de la Casa des Papel. Et en fait, justement, le côté homme masqué, on l'a aussi vu, en fait, dans la Casa des Papel, où il y a déjà eu toute cette hype autour, voilà, avec tous leurs fans, etc., qui arboraient les masques de Dali, etc. Donc, on connaît en fait, on a déjà, c'est vraiment du copiage quoi. Il n'y a rien d'original en fait. C'est dommage vraiment et du coup bah on en ressort déçu de la série et on se dit ah ouais ok vraiment ouais tout ça pour ça. Sachant que comme tu le dis bah le message politique derrière de Squid Game il est quand même intéressant et justement les parties qui nous ont le plus captivés dans Squid Game c'était les parties hors du jeu en Oui. fait. C'était les parties dans la vie réelle entre guillemets, quand on s'intéressait un peu plus aux personnages, à leur vie dans la société coréenne, que à l'intérieur du jeu. En fait, cette partie-là, c'est la partie justement qui nous a énormément déçus quoi. Et on s'est dit ouais bon ok, enfin c'est bon, tu vois. Donc c'est vraiment dommage parce qu'effectivement tout ce que critique Squid Game et ben derrière, en fait, notre société, les fans de Squid Game ont fait tout le contraire, en fait, et justement ont participé à tout ça. Tu parlais des gâteaux, des déguisements, des costumes, voilà, des masques et tout avec les logos. Il y a aussi eu les Vans, puisque Vans a fait quand même, alors que c'est juste des chaussures blanches, toutes simples, parce que c'est les chaussures que portent les joueurs de Squid Game. Vans a fait un putain de chiffre d'affaires après Squid Game. Donc c'est... What? Voilà. Il y a quelque chose de profondément contraire dans le message, quoi. Et exactement, et la série en plus en elle-même est vraiment, bah voilà, je disais, elle est très téléphonée, c'est-à-dire qu'on sait déjà tout ce qui va se passer, c'est pas... C'est... Non, vraiment, grosse déception, et on sait vraiment tout ce qui va comment ça va se dérouler, voilà, c'est à chaque fois pas de surprise, Alors nous étions d'accord pour la série Tout ça pour ça, et je crois qu'on est aussi d'accord pour notre plus belle surprise de l'année. Oui, on est d'accord avec la surprise de l'année. Alors, vous allez nous détester si vous n'aimez pas Marvel. Le MCU est de retour. On est désolé vraiment, mais si vous n'aimez pas Marvel, ouais, franchement désolé, hein, mais c'est notre plus belle surprise de l'année parce que bah on s'attendait à rien. Enfin, je sais pas toi, mais moi en tout cas, j'en attendais strictement rien. Moi non plus. C'est la série disponible également sur Disney+, hein, comme toutes les séries Marvel, la série Hawkeye. Je vais même te dire, j'avais une certaine appréhension parce que nos auditeurs le savent peut-être, je suis régulièrement chez nos amis de Comics Discovery et on avait lu à l'occasion d'une émission l'arc de Hawkeye qui allait être adapté en série et je n'avais pas beaucoup apprécié l'arc. Et pourtant la série effectivement m'a beaucoup plu. Ouais, c'était en fait moi personnellement je m'attendais pas du tout à apprécier autant parce que Hawkeye c'est pas le personnage que je préfère dans Marvel. C'est vraiment enfin, c'est pas un personnage qui m'a interpellée plus que ça, qui m'a intéressée. Et puis là, la série, je trouve qu'elle elle lui rend vraiment bien hommage à son passé, à ce qui devient après tous les événements des films. Il intègre également un nouveau personnage. Qui au départ je me suis dit ok elle va me saouler elle va vite me gonfler celle-là et puis au final je trouve qu'elle est incroyablement bien, elle est vraiment enfin j'ai limite hâte de la revoir enfin je sais pas si on la reverra mais en tout cas doute. voilà j'ai hâte de la revoir. Il y a un personnage également qui revient qui est aussi très très intéressant. Oui. Voilà, on va pas trop en dire parce qu'on va pas spoiler toute la série non plus pour ceux qui l'ont pas vue. Mais non, j'ai vraiment trouvé que les personnages étaient intéressants, bien construits, très attachants et la série était vraiment très bien faite. Un très très bon effort de réalisation.
Il y a un côté action décomplexé qui marche très très bien. Ouais, Alors évidemment, si vous criez au scandale dès que vous voyez une scène d'action dans un film du MCU, bah, vous allez être déçu parce que c'est quand même le cœur de la série, l'action. Mais en même temps, je vais dans ton sens. Je trouve que c'est une série qui a profondément humanisé le personnage de Hawkeye et qui l'a sans doute mieux creusé que ce que faisaient les films. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles dans les Avengers où on essayait de lui coller une famille. Alors la famille, elle est aussi présente là, mais elle est beaucoup mieux amenée. Ces revirements moraux qu'on avait connus dans Endgame, ils sont beaucoup mieux traités dans la série. On a l'impression On que ça comprend, approfondit. on nous explique mieux effectivement le personnage et son cheminement, et on nous le présente beaucoup mieux en fait. On comprend, et du coup on en arrive voilà, à se mettre à sa place et à dire ah oui ok d'accord, donc il était comme ça pour ça, vraiment on arrive à comprendre le personnage et ils le rendent vraiment très attachant du coup, et alors que bah, comme je disais à la base dans les films, c'était un personnage qui était quand même relativement recul. Oui. On n'en savait pas énormément, enfin, voilà, il n'était pas hyper... Moi, je le trouvais pas hyper intéressant dans les films, en fait. Et là, dans la série, justement, ils le rendent intéressant, et puis on comprend beaucoup mieux qui il est vraiment, et puis les nouveaux personnages qui sont intégrés sont aussi très très intéressants. Je me demande même si je ne vais pas prendre un peu plus de plaisir à revoir les Avengers. Maintenant que je sais un peu plus sur le passé de Hawkeye, j'ai l'impression que je vais un peu mieux l'admettre, notamment dans les scènes dramatiques qu'il avait dans les derniers Avengers. J'avais besoin d'une série pour creuser ce personnage. Et puis bah voilà, on s'en cache pas, on aime tous les deux le MCU, même à travers ses défauts. Bon, on les admet, ses défauts, on l'aime. Je pense que cette année, on aura l'occasion d'en reparler tous les deux plus longuement. Oh oui. Mais voilà, c'est une série qui a été un vrai plaisir. C'est vrai que, en fait, pour revenir à Hawkeye, c'était un peu le personnage déprimant, chiant dans les films, tu vois. On se disait, mais pourquoi il est comme ça? Enfin, tu vois, on comprenait pas trop. Le vilain petit canard. Voilà, vraiment, on se disait, mais oh, il nous saoule avec ses états d'âme, tu vois. Enfin, on comprenait pas trop. Parce qu'on le connaissait pas, en fait. On connaissait pas trop son histoire, voilà. Enfin, en tout cas, dans les films, c'était pas montré. Il s'intéressait pas vraiment à ce personnage autant qu'aux autres. Et là, du coup, je trouve ça bien. Et finalement, du coup, je trouve ça cool qu'il ait sa série. D'ailleurs, on parle de Hawkeye, mais c'est vrai qu'on a beaucoup apprécié les séries Marvel, à part Loki, qui a été une déception, comme on l'a dit, mais on a beaucoup apprécié les séries Marvel. Et What If aussi, qui n'était pas... Ouais. Mais notamment le Faucon et le Soldat de l'Hiver, qu'on avait beaucoup aimé aussi. Et justement, on avait beaucoup aimé le fait qu'ils aient leur série à eux, qu'on puisse en savoir un peu plus sur ces personnages-là, qui sont des personnages secondaires dans les films, qui sont pas autant mis en avant que certains autres Avengers ou super-héros de l'univers Marvel. Là, ils sont ils ont leur série à eux. On nous en parle, on nous parle vraiment d'eux en fait, et on en découvre plus sur eux. Et c'est vrai que du coup, je pense que si on revoit les films après, et bah du coup on a une autre vision des films. Voilà, ça nous donne, on a plus d'éléments en fait pour mieux comprendre certains films Marvel. Oui, les personnages sont plus creusés. Les deux se complètent vraiment très bien en fait, et ça c'était un truc très sympa. Donc on reparlera aussi effectivement, parce que si on commence à partir à parler de Marvel, on n'a pas fini. On s'arrête plus, voilà. Alors, Hawkeye était un plaisir assumé, mais on a des plaisirs un petit peu plus coupables, et c'est la dernière catégorie qu'on va évoquer auprès de nos auditeurs. Comme ça, on finit sur une note sur laquelle vous pourrez vous moquer de nous. Donc, ce sont les plaisirs coupables en série. Tu veux ouvrir le bal, peut-être? Ah, bah allez, j'y vais. Alors, justement, je l'évoquais tout à l'heure quand on parlait de Squid Game. Voilà, bah moi, je l'assume. Mon plaisir coupable en série, c'est La Casa de Papel. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, peut-être le côté, le côté espagnol, hein, je sais pas, comme je disais, j'aime beaucoup la culture hispanique, et donc c'est peut-être ça qui a fait que ça m'a plus parlé qu'à toi ou à d'autres gens aussi. La série a beaucoup de défauts, elle est loin d'être parfaite, ça c'est sûr. Un peu trop feuilleton aussi, hein, je veux dire, clairement, c'est clairement un feuilleton. C'est un peu devenu finalement le phénomène de société à un moment donné, sans forcément comprendre pourquoi autant de hype autour, mais moi en tout cas, si on enlève tout ce côté médiatique, tout le côté commercial de La Casa de Papel, il y a quand même un message
Ils essayent quand même de nous dire quelque chose, ils le font pas forcément bien, mais ils essayent. Et je trouve que bah voilà, on s'attache quand même aux personnages, on s'attache à l'histoire, on a envie de savoir ce qui leur arrive, comment ça va se finir. Et puis voilà, ça reste une série qui est assez originale finalement. Moi j'ai apprécié de la regarder, je l'ai regardée, ça reste un plaisir totalement coupable, mais voilà, ça reste un plaisir, je l'assume complètement. Eh ben écoute, moi aussi je vais assumer mes défauts et je vais vous parler d'une série qui va bientôt faire son retour sur Netflix. Je crois qu'à l'heure où on enregistre, c'est même une question de jours. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que La Casa de Papel était une série Netflix, évidemment, mais je pense que ça, tout le monde le savait. Ça a été intégré, je pense. Je pense que ça, tout le monde l'avait à peu près compris. Hein. Et ben, moi, c'est une série qui n'était pas Netflix à la base, qui était une série YouTube, si je ne me trompe pas au début, et qui est devenue une série Netflix. Cette série, c'est mon plaisir coupable, c'est Cobra Kai. Alors, tu n'as pas été élevé comme moi au bon film des années 90, Ouais, non, du moins pas pas du tout. celui-là, mais tu as quand même une très bonne culture ciné années 80-90. Ah oui. Et en fait, Cobra Kai, c'est la suite de Karate Kid. Donc, c'était déjà pas du haut niveau cinématographique et c'était déjà un petit plaisir coupable. Mais la série, en plus, tombe dans des travers. Je vais expliquer pourquoi elle n'est pas bonne pour commencer. Elle tombe dans des travers que je dénonçais plus tôt. C'est pour ça que c'est vraiment coupable. C'est des travers de feuilleton, des histoires de cœur et de revirements qui n'en Ah, bah finissent tu vois plus. que finalement, les séries un peu feuilleton, bah parfois ça fonctionne quand même, et Et bah, on aime assumer d'aimer ces séries, et malgré leurs défauts. Et bah, tu vois, je pense que ça passe mieux dans Cobra Kai parce que entre ses côtés feuilletonnants et ses histoires de cœur, il y a des grands coups de pied dans la gueule. Et c'est peut-être ce qui me manque des fois dans les séries trop feuilletonnantes, comme on dit. Là, c'est vraiment des ados qui apprennent à faire du karaté. Et ce qui, moi, me touche particulièrement dans cette série, c'est la fibre rétro. On pourrait parler de fanservice, mais en fait, ils ont repris les acteurs qui étaient déjà rivaux dans Karate Kid et qui, à l'époque, avaient, je sais pas, 12-13 ans, on va dire, qui sont maintenant devenus adultes. Et la série réussit à créer des moments où il finit par y avoir des affrontements entre ces deux rivaux. Et ces affrontements-là, ils ont quelque chose d'épique pour le gamin qui a été élevé devant les VHS. Alors, c'est vraiment un truc hyper personnel. Et j'ai conscience de tout ce qui va mal dans cette série. Mais en même temps, il y a ce côté jouissif, le plaisir de retrouver quelque chose qui nous a bercé quand on était petit. Je pense si on refaisait une série Tortue Ninja avec les costumes des films Tortue Ninja de la même Ah, mais époque, oui. ce serait fantastique aussi, tu vois. Et du coup, c'est un peu le même sentiment qui est créé. Donc voilà, moi pour finir, c'est ma concession au fanservice. Cobra Kai, je le regarde, je l'ai regardé cette année, je vais le regarder là cette semaine. Et bon, bah, je le regarderai seul Oui, dans bah, mon coin. après, on a beaucoup de concessions fanservice aussi, hein, parce que quand on parle des Marvel, c'est aussi un peu le cas, quoi. Donc, Ah bah complètement. voilà, et au final, mais ça reste du divertissement, et on le disait au début, le divertissement, c'est très très important aussi dans le cinéma, et on assume complètement d'aimer ce côté popcorn, voilà. Et puis, c'était peut-être le meilleur moyen de finir ce podcast, de se dire que après avoir dit du bien, du mal de certains films de manière un peu sérieuse, on finit sur un plaisir coupable pour montrer que nous aussi on est friable et qu'on n'a certainement Bah pas la oui. science infuse et qu'on essaye simplement de partager notre amour Ouais. du cinéma, des séries, toi de la musique de Mm. temps en temps aussi. Moi, c'est un peu plus en retrait sur ce niveau-là. Et puis voilà, et c'était On aime, en tout cas, on assume complètement d'aimer regarder des choses qui parfois sont loin d'être parfaites, qui sont complètement uniquement là pour le divertissement, mais qui font du bien parce que il n'y a pas spécialement de fond, et en fait on est juste là pour se divertir, pour se vider la tête, et c'est important aussi, et c'est très très bien aussi d'aimer ça. Voilà, on reste humain. Et puis c'était une bonne manière, je trouve, de finir l'année tous ensemble autour de ce podcast, puisque ce sera le dernier de l'année. C'était notre bilan, et puis c'est notre manière de vous souhaiter un bon réveillon en avance, j'ai l'impression, non? Ouais, bah on va vous souhaiter quand même aussi une bonne année, même si ça s'annonce mal, mais on espère que l'année 2022 sera quand même déjà très riche en matière de cinéma. Voilà, on a hâte de voir les films de l'année prochaine, de découvrir aussi des séries. Voilà, on a dit qu'on se remettrait un petit peu à regarder des séries un peu plus assidûment. Oui. Donc on a hâte de découvrir ce que nous réserve 2022 en matière de culture.
On espère que ce sera riche et puis on espère aussi que ça sera une bonne année sur le plan personnel. Oui, Sur le plan personnel et puis notamment au niveau du Covid, hein, on espère qu'il va pas nous pourrir l'année 2022 comme il nous pourrit les années depuis 2 ans. oui, c'est vrai que c'est important aussi de rappeler aux gens de Ouais, prendre vos précautions. Faites très on attention est à très vous. heureux que les cinémas ne referment pas d'ailleurs Oui, pour l'instant, mais voilà, donc ça reste ouvert, donc allez au cinéma tant que vous le pouvez et puis faisons vivre la culture. C'est un beau message pour finir l'année. Et puis, écoute, comme tu dis, au nom de tous les réfracteurs, donc il n'y avait que toi et moi autour du micro aujourd'hui parce qu'on avait envie d'être tous les deux, mais je sais que toute l'équipe se joint à nous. Et puis voilà, sur le plan du site aussi, je voulais souligner le fait, avant de se quitter, que le site grandit bien en ce moment et qu'on est très content d'avoir tous vos retours à chaque fois, qu'ils soient positifs ou négatifs pour s'améliorer. On vous remercie de nous avoir suivis toute l'année et puis on vous donne rendez-vous en 2022 alors. Et oui, rendez-vous en 2022. Allez, salut tout le monde. Salut!